Alors, pour l'intégration, donc, en général, on a souvent tous vu plus ou moins des idées, des choses comme ça, pour dire, pour voir un petit peu comment était construit l'intégrale, on l'interprète un peu comme une aire, etc. Mais si on y réfléchit bien, dire l'aire d'une courbe complètement bizarroïde, bah, en fait, c'est pas vraiment une définition propre et nette. Donc la construction intégrale, enfin une construction intégrale possible, il y en a plusieurs, mais celle-ci c'est celle qu'adapte votre programme, c'est de s'appuyer sur les fonctions en escalier. Alors on va introduire un petit peu de vocabulaire, une petite définition. Le but du jeu ici, on est sur un segment AB. Donc ça, ce sera plus ou moins une constante dans tout ce qu'on fait. Hop, la petite barre d'outils, hop, où est-ce que je veux souligner là. Ici, dans la section, et voire même dans tout le chapitre, hein, là, on sera sur un segment AB. Alors, pour les fonctions d'escalier, première chose, on a besoin de redire ce que c'est qu'une subdivision. Je pense que vous l'avez déjà croisé, au moins peut-être en informatique. Donc la notion de subdivision, elle est ici. Je veux juste un trait devant, hein, on va pas non plus, c'est pas le truc du siècle. Hein. C'est un découpage de l'intervalle AB avec plusieurs abscisses, x0 jusqu'à xn. Donc ici, il faut une famille strictement croissante, parce que bien sûr les abscisses, vous les prendre de gauche à droite. x0 jusqu'à xn, avec deux petits trucs. x0, on commence à A, forcément, on double ça, et xn, on termine à B. Ce qu'on appelle le pas de la subdivision, c'est tout simplement l'écart maximum qu'il y a entre deux abscisses consécutives. On va faire un petit dessin juste après, mais si les abscisses ne sont pas régulièrement espacées, bah, des fois elles peuvent être très proches, des fois très éloignées. Le pas de la subdivision, ce sera le plus grand écart possible. Et ça, ce sera le cas le plus fréquent, enfin le plus fréquent, celui qui va être le plus pratique plutôt, on va dire, donc le plus important, c'est la subdivision régulière. Donc celle-ci, je vais vous l'encadrer approximativement. C'est lorsqu'on a cette fois-ci le segment qui est partagé en n petits segments de même longueur, b-a sur n. On se retrouve donc avec ce que je vous entourais ici comme formule pour les abscisses. Ça, alors je reviens juste aux questions après. Cette subdivision régulière, c'est notamment celle que vous avez sûrement le plus utilisée en informatique si vous avez fait des méthodes d'approximation intégrale, rectangle et compagnie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, vous me direz. Alors, il n'y a pas de pas si l'abscisse est réelle. Ok, vous avez fait. Il n'y a pas de pas si l'abscisse est réelle. Alors, on va faire un dessin tout de suite, peut-être que ce sera plus parlant. Alors, je bascule sur le truc dessin. Hop là. Hop. Alors, on va commencer par subdivision. Pas régulière tout de suite. Alors, si on fait un petit dessin, donc on va se représenter ça comment? On va se représenter, hop, alors je vais faire un, tiens, j'en profite, vu que j'ai une règle virtuelle. Hop là. J'ai jamais fait un trait aussi droit au tableau. Donc ici, on a l'axe des réels, avec, on va placer dessus, le petit a. Et par là-bas, le petit b. La subdivision, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un découpage en plusieurs abscisses consécutives. Alors, ici, peut-être une par ici, une très proche, une très loin, encore une un peu proche, etc. comme ceci. Avec le petit a, ce sera toujours le x0. Ensuite, on aura par exemple là x1, x2, x3, etc., etc. Là, il y aura un xk générique. Et tout à la fin, on aura par exemple xn-1 et petit b qui est égal à xn. Donc une subdivision, c'est ça. Dans son réel, par exemple, 1,1, l'infini ne peut forcément pas. Alors, c'est des réels quelconques. Hein. Une subdivision, c'est des abscisses qu'on s'est fixées au départ. C'est juste un nombre, par exemple, 10 nombres réels fixés entre, pour ton exemple, entre 1 et 2. C'est tout. C'est pas continu du coup l'abscisse. Alors, on en reparlera plus tard, parce que là, c'est un faux problème, je pense. C'est un faux problème. Alors,
aléatoirement comme ça qu'ils ont une formule. Alors attention, il y a deux possibilités. Ça, justement, là, c'est une subdivision quelconque. En revanche, juste en dessous, effectivement, si on veut placer une subdivision régulière, je refais plus ou moins le même schéma, on a ici, on a le petit a, on a le petit b. Je vais la mettre en rouge, tiens, comme elle est un peu plus importante, on va dire. Alors, hop, sauf que je me loupe. Alors, ici, subdivision régulière. Donc, cette fois-ci, on a, je replace petit a et on a petit b. Ensuite, on va avoir donc effectivement petit a égale x0, ça ne change pas, égale x0. On va avoir petit b égale xn. Et effectivement, là, si on choisit la subdivision régulière, les abscisses sont régulièrement espacées. Donc là, alors ce sera à peu près à l'œil, parce que j'ai pas... Hop. Hop. Voilà, et on va dire qu'il y en a un dernier ici. Bon, c'est approximatif bien sûr, mais je pense que vous comprenez le principe. À chaque fois, là, tous ces petits écarts-là, ils sont égaux, avec un pas constant. C'est peut-être ça qu'il faut préciser. De b moins a sur petit n. Partout ici. Et donc, on a x1, x2, etc., etc. Et si là, on a xk plus 1. Donc, je le remets ici. xk plus 1 moins xk est tout le temps égal à b moins a sur n. Est-ce que c'est bon sur cette histoire de subdivision? C'est juste des abscisses qu'on place entre A et B, c'est tout. Dans un cas au pif, quelconque, dans l'autre cas, subdivision régulière. Alors, si c'est bon, je vais revenir un petit peu sur PDF. Alors, tac. Tac. Alors, sur le PDF, où est-ce qu'on en était? Alors maintenant, une fonction d'escalier, qu'est-ce que ça va être? Sur une subdivision régulière ou pas, ça, après tout, ça change pas grand-chose. Donc par défaut, on va partir sur une subdivision quelconque. Ça va être une fonction telle que, c'est là le petit mot important, la restriction à xk plus 1 est constante. Ça veut dire que si on se bloque sur un des petits intervalles xk plus 1, on a une fonction constante. Bien sûr, en fonction du petit k, la constante va changer. Donc de temps en temps, ça va monter, ça va descendre. Et, petit détail aussi important, si vous regardez bien l'intervalle, là je vais mettre un tout petit coup de flou, si vous regardez bien l'intervalle ici, tac, tac, on a des crochets ouverts. Ça veut dire qu'on ne se préoccupe pas des points d'abscisse, des valeurs d'abscisse, je répète, des images d'abscisse xk pile. Donc, concrètement, elles vont être placées un peu n'importe où. D'où le petit dessin que je vais vous remettre à côté. Alors, tac, je repasse là-dessus. Subdivision, de toute façon, je refais un dessin juste après, donc ça va être réglé. Tiens, bah d'ailleurs, je vais peut-être un tout petit peu tricher. Non, je vais pas tricher. J'allais faire un gros copier-coller, mais bon, ce serait pas très sympa pour vous. Donc, hop, hop, fonction d'escalier. Donc, une fonction d'escalier, à quoi ça va ressembler? Alors là, il faut un petit peu d'espace verticalement, parce qu'on aura des ordonnées à placer. On va avoir, pouf, voilà, je prends toute la page, entre guillemets. Là, on aura notre intervalle d'abscisse, et là, on aura notre repère des ordonnées. Oula, j'ai bafouillé ce matin. On aura notre axe des ordonnées. Ici, bon, notre origine. Là, le petit a. Là, le petit b. Nous, on est bloqué entre a et b.
Ensuite, on a notre subdivision à placer. Donc hop, je la remets comme avant. Avec des abscisses, bon bah voilà, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Là il y a x1, là il y a x2, peut-être que x3 est tout collé, etc., etc. Et de manière générale, là voilà, on va dire x4, x5. Et le petit a, c'est notre abscisse x0. Et le petit b, c'est notre abscisse, là par exemple sur ce dessin, x6 égale xn. Ensuite, si on se place sur... Je peux pas jouer... je vais devoir faire des trucs un petit peu à la main. Alors ici, si par exemple on se place sur l'intervalle AX1, je vais changer de couleur, on va avoir au-dessus de AX1, hop, par exemple comme ça, un morceau de fonction constante. Au-dessus de x1, x2, pareil, je fais le même principe, on aura, j'essaie de manier bien comme il faut, hop, un morceau de fonction constante. Après, x2, x3, bah, peut-être qu'on est redescendu, un morceau de fonction constante. x3, x4, paf, un autre morceau de fonction constante. Etc. etc. Et rien n'interdit, d'ailleurs je le fais au passage, bah, qu'en x4, x5, en fait, on poursuit sur la même hauteur. On peut changer à chaque fois, mais en vrai, on n'est pas obligé. Et après, il y aurait le dernier, par exemple, qui serait x5, x6, qui peut être négatif aussi, hein, ça, j'ai pas mis d'exemple où c'était négatif, qui serait par exemple comme ceci. Donc là, ce que je vous ai tracé, tous les traits horizontaux, bah, c'est notre fonction en escalier. C'est la courbe de, je ne sais plus comment je l'ai appelé, la fonction d'escalier, c'est phi, si je ne m'abuse. Tic-tac-touc, j'ai mis quoi comme phi? Celui-ci. Sachant que, ce qui manque encore, ici, on s'est intéressé aux intervalles xk, xk plus 1 ouverts. Alors, pour le pas sur le maximum et le minimum. Alors, si, ça c'est important. Effectivement, il y a une raison très précise pour le pas. J'ai vu la question un petit peu tard, mais c'est pas grave. Si le but du jeu, on a envie de dire que... Comment dire? On a envie de dire qu'une subdivision est précise si le pas est petit. Mais si jamais, dans la définition du pas, on prenait le minimum, on pourrait avoir deux abscisses consécutives très proches. Mais si, un petit peu à côté, elles sont très éloignées, bah, on n'aura pas envie de considérer ça comme une subdivision précise. Donc on choisit d'avoir le maximum, c'est-à-dire le plus grand pas possible, le plus grand écart possible. On veut que ce soit celui-ci qui soit le plus petit possible. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, mais c'est bien le maximum. C'est important que ce soit le maximum. Une fonction constante, c'est un cas de fonction d'escalier. Effectivement. Une fonction constante, c'est un cas de fonction d'escalier. La partie entière, c'est un exemple de fonction d'escalier, etc., etc. Alors pour terminer sur cette fonction d'escalier, là on s'est intéressé que sur les intervalles xk, xk plus 1 ouverts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des abscisses x1, x0, x1 tout pile? Bah, par exemple, on pourrait avoir ici l'abscisse x0 qui soit exclue et l'image du point x0 qui se promène un petit peu là-haut. Et ainsi de suite. Là, on peut imaginer qu'elle est incluse ici, là exclue, là on l'exclut, ce qui fait qu'on se retrouve avec une autre abscisse à placer, j'en sais rien, un peu pro pif, par exemple ici, etc., etc. Donc concrètement, il peut y avoir, c'est pas du tout interdit, en vrai ça ne change rien pour nous, des petits points qui se promènent comme ça. Donc là on peut dire qu'elle est inclus, là c'est exclu, là en x4, on pourrait imaginer qu'il y a un... Je rectifie un tout petit peu le truc. On peut imaginer qu'il y a un trou entre guillemets. Et du coup, le point d'abscisse x4, il serait par là en dessous. Et x5, et après, donc là par exemple, pareil. Là, on inclut, là, on exclut, et là, si on exclut, il y aura une abscisse qui se promène par ici. Est-ce qu'on les voit à peu près les points? Ouais, ça a l'air de passer à l'écran. Du coup, la dérivée. Oula, la dérivée, on en est loin, la dérivée. Voilà, pouf, on est très loin, les dérivées. C'est même pas trop ce qui va nous intéresser ici. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remets le tableau. Hop, en plus petit. On va repasser un peu sur le polycopier. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc maintenant qu'on a nos fonctions d'escalier, une propriété de structure, bon, qui en fait va être très secondaire pour nous, mais bon.
L'ensemble des fonctions en escalier, ça va vérifier deux choses. Déjà, c'est un sous-espace vectoriel. Ça veut dire que si on fait une somme de fonctions d'escalier, ça reste une fonction d'escalier. Si on multiplie par une constante, ça reste une fonction d'escalier. C'est assez facile à imaginer. Hein. Par exemple, multiplication par une constante, bah, si on est à la hauteur 3, si on fait x5, bah, on sera à la hauteur 15. Et on fait ça sur chacune des marches. Entre guillemets, c'est instantané à vérifier. Alors, ils ne sont pas censés être sur les droites, les points. Non, justement, on n'a rien fixé sur les abscisses xk pile, donc les fils de xk peuvent se promener n'importe où. C'est comme ça. Et le produit de deux fonctions d'escalier est une fonction d'escalier. Ça, pareil, on va quasiment pas utiliser, c'est juste pratique pour justifier des choses après. Je passe. Là, par contre, ce truc-là va m'intéresser un petit peu plus. L'intégrale d'une fonction d'escalier. Parce que la définition est en fait très simple. Parce que, si vous regardez bien la formule qui est ici, le but du jeu c'est quoi? Si on est, je vais passer plutôt sur le tableau, sur l'écran, ce sera plus facile, que je vais vous remettre un petit peu en grand, à côté. Si on regarde notre fonction en escalier, tout va pouvoir se placer là-dessus. Si vous regardez par exemple, je vais placer ça comme ça. Quelle zone je vais mettre? Par exemple ici. Là, je mets un trait vertical. Là, je mets un trait vertical. Si vous considérez par exemple la zone bloquée entre x1 et x2 sur l'écran. Ici, vu qu'on a une gentille fonction constante, bah, l'aire sous la courbe, là par contre c'est très facile de donner un sens. C'est l'aire d'un rectangle, donc c'est la largeur, x2 moins x1, la largeur x2 moins x1, multiplié par la hauteur. Et la hauteur c'est quoi? Bah, c'est la fameuse constante qui a été choisie sur l'intervalle x1 x2. Si on répète ça sur chacune des portions de la fonction d'escalier, on va se retrouver à avoir une somme. Ah, mon micro sature par moment. Je vais essayer de donner un tout petit peu. On va se retrouver à avoir une somme. Vous me direz que ça se refait beaucoup. Si ça le refait beaucoup. On va se retrouver à avoir une somme d'aires de rectangle. Ici, qu'est-ce que je veux dire du coup? Pardon, oui. Alors, conséquence justement qui va être importante. A priori, lorsqu'on fait ces sommes d'aires de rectangle, bah, si on change la subdivision x1, x2, x3, etc., bah, on pourrait imaginer que l'aire change. Mais en fait, non. Alors, ça se démontre. C'est un grand coup d'inégalité, découpage de subdivision, etc. On va pas trop s'attarder dessus. Mais la somme des aires des rectangles va en fait être intrinsèque à la fonction phi en escalier. Elle ne va pas dépendre de la subdivision. Conséquence, on va pouvoir appeler ça l'intégrale de la fonction d'escalier. D'où l'énoncé. Je vais juste faire un petit dessin, pardon. Je complète un petit truc ici. Donc si par exemple on s'intéresse à cette zone-ci, hop, j'essaie de faire des jolies hachures. Voilà, comme ceci. Donc si on s'intéresse à cette zone-ci, on a tout simplement l'aire d'un rectangle qui va être égal à x2 moins x1 multiplié par, alors j'ai pris quoi comme notation, je vais prendre la même tant qu'à faire, j'ai mis des petits a pour les constantes. Donc ici, si on est entre x1 et x2, ce serait le fois a1 par rapport aux notations que j'ai fixées dans l'énoncé. Donc si on jette un œil sur l'énoncé, hop, je vous mets là ce truc au passage, je vais mettre le PDF un tout petit peu plus grand. Qu'est-ce qu'on a? On considère à chaque fois, on appelle A0 jusqu'à AN-1 les constantes associées à la fonction sur intervalle xk plus 1. Et justement, c'est un théorème, c'est une propriété, c'est pas du tout instantané, ça se démontre. Ce réel somme des AK fois xk plus 1 moins xk, qui correspond aux sommes d'aires des rectangles, ne dépend pas du choix de la subdivision. Conséquence, on peut lui donner le nom, le titre d'intégrale de la fonction d'escalier. Alors, si je reprends un petit peu mon dessin, pour compléter cette histoire-ci,
tac, tac. L'aire d'un rectangle, c'est ici. Et donc, si on fait le même principe, ça risque peut-être de surcharger un petit peu. Bon, je vais faire vite fait. Je vais pas tout assurer parce que sinon ça fera très moche. Mais on aurait aussi celle-ci. On aurait celle-ci. Celle-ci. On aurait, bon, celle-ci est un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci. On aurait ça. Et on aurait ça. Bon, là, tout n'est pas super aligné, mais bon, je pense que vous voyez le principe. Et donc, si on regarde les aires des rectangles, on se retrouve à faire cette aire-là, plus cette aire-là, plus cette aire-là, plus cette aire-là. Et, petit détail ici, vu que le dernier, par exemple là, la constante A, hop, donc ça, ce serait pour A5. Sur mon exemple, le A5 est strictement négatif. Donc, l'aire, entre guillemets, du rectangle, A5 fois x6 moins x5, serait aussi strictement négative. Donc, cette définition d'aire d'une fonction escalier, ce sont en fait d'intégrale par une fonction escalier, ce sont des aires algébriques, au sens où si la hauteur est négative, bah, ce sera une aire négative qu'on va prendre en compte. Mais bien sûr, vous savez que c'est ça qu'on veut, et c'est absolument cohérent par rapport au but d'intégrale. On peut intégrer des fonctions non continues du coup. Oui, c'est ça qui va être très très fort avec cette propriété, avec cette construction. On n'aura pas toujours besoin de fonctions continues. D'ailleurs, petit rappel par rapport à ce qu'on disait au début de l'année. Ce qu'on disait au début de l'année, c'est si une fonction est continue, alors elle avait toujours une primitive, une intégrale, mais on n'a jamais dit que c'était la obligée. Et donc par exemple, la fonction partie entière, bah, on pourra l'intégrer, sans aucun problème. Alors je repasse un petit peu sur le PDF, on va essayer d'avancer, pas trop traîner là-dessus. Maintenant, si on a envie de passer, parce que c'est quand même un petit peu le but du jeu, si on a envie de passer aux fonctions continues, parce qu'une fonction continue, bah, c'est pas une fonction en escalier. Dans ce cas-là, on a besoin de deux choses. Première chose, est-ce que le micro, ça passe un petit peu mieux au fait, là, ou pas, loin comme ça? Ouais, c'est bon. Mais vous m'entendez quand même clairement? Vous me le dites, s'il y en a qui m'entendent pas bien du tout, vous me le dites, je peux rectifier un petit peu les réglages. Alors, maintenant, le but du jeu pour passer aux fonctions continues, c'est, premier temps, approcher, faire une approximation d'une fonction continue par des fonctions escalier. Alors là, l'énoncé, pareil, on l'admet complètement, on ne va pas le démontrer. Ici, si on a une fonction continue sur AB, on va toujours pouvoir trouver deux fonctions d'escalier qui vont vérifier que la première sera en dessous de f, la deuxième sera au-dessus de petit f. Donc ici, phi, la première fonction d'escalier, elle est en dessous de petit f. Psi, la deuxième fonction d'escalier, elle est au-dessus de petit f. Donc il faut imaginer qu'on a encerclé, entouré la fonction continue f. Et on veut que l'écart entre les deux fonctions d'escalier soit plus petit que epsilon. Ça veut tout simplement dire que au-dessus de chaque abscisse, on a un écart plus petit que epsilon. Je vais faire un petit dessin vite fait, pareil. Je repasse sur l'écran, je vous mets une nouvelle page. Alors, approximation des fonctions d'escalier. Approximation, pardon, pas D. Je dis n'importe quoi. Approximation par des fonctions d'escalier. Alors pareil, je mets un petit axe. C'est exactement l'informatique. C'est exactement. La méthode des rectangles, en fait, elle est liée à ça. La justification mathématique de la méthode des rectangles, c'est ce à quoi on va arriver progressivement. Donc tac, tac. Je remets les petites abscisses. Donc on a le petit a, on a le petit b, on a une fonction. Alors je vais la mettre en quelle couleur? On a une fonction continue qui est ce qu'elle est. Donc par exemple là, voilà, je fais juste deux petites vagues comme ça, l'air de rien, qui est une fonction continue entre a et b. Donc ça, c'est la courbe de f. Et
on cherche pas à ce que les fonctions escalier soient le plus proches de f. Si, justement, c'est ça que vous allez voir sur le dessin. Parce qu'on pourrait tout à fait, alors je vais tout de suite l'effacer, donc n'essayez pas de le reprendre, mais on pourrait se dire, ah bah oui, bah c'est facile, première fonction d'escalier, boum, mince, je vais appeler le trait, je gomme tout ça, voilà. On pourrait se dire, première fonction d'escalier, oh bah voilà, je cale à peu près là, hop, au plus bas, boum, ça c'est une fonction d'escalier, et ça, boum, c'est une autre fonction d'escalier. Mais bien sûr, vous en doutez, ça n'aurait pas un grand intérêt. Donc ça, on enlève. Et on veut faire un truc plus fin. Vu qu'on veut que l'écart entre la fonction f et les fonctions d'escalier soit plus petit qu'epsilon, ça va nous forcer à coller un petit peu à la fonction. Et ça va nous forcer à faire vraiment un découpage en escalier. Par exemple, pour la fonction qui est en dessous. Au début, bah on peut se dire, bah là c'est simple, je vais partir de, je vais faire un petit trait, des petits traits horizontaux, je vais partir pile poil de l'abscisse ici. Et après, je fais un petit trait horizontal. Mais au bout d'un moment, si on va trop loin, par exemple ici, on pourrait avoir, imaginé que la zone là, l'écart ici, l'espèce de rond rouge, bah en hauteur que ce soit trop grand, plus grand que epsilon. Ça va donc nous mener en fait à nous arrêter un petit peu avant et à dire, ah ouais mais finalement, vu que là, j'ai déjà dépassé epsilon en hauteur, bah il faut que je recolle à ma courbe. C'est pas grave, je recommence, on fait un petit bout comme ça, on redescend un petit bout comme ça, on redescend un petit bout comme ça, etc. etc. Puis je pense que vous voyez le principe. À chaque fois, on essaye d'ajuster. Alors là, en vrai, c'est très compliqué à expliquer tout ça, mais on essaye d'ajuster pour avoir... Ah, là celui-là, je l'ai un peu raté. Par exemple, là, on imagine qu'on a la bonne hauteur, et on continue comme ceci, avec des petits bouts de fonction en escalier. Et à chaque fois qu'on s'écarte un peu trop de la courbe, ben on la redécale pour avoir quelque chose de plus propre, de plus proche. Donc tac, tac, tac. Bon, après, je fais des petits traits, je passe un peu plus vite, parce que sinon, on va mettre 50 ans. Tac, là, on imagine qu'on est bon. Et là, on en met un petit dernier comme ceci. Et donc ça, par exemple, ce serait la fonction que j'ai appelée, celle qui est en dessous, c'est phi. Et ce qu'on voulait voir effectivement, c'est que, je vais mettre en quelle couleur, le jaune vous aimez pas trop, tac, ici, à chaque fois, l'écart ici est plus petit qu'epsilon. L'écart ici, non, excusez-moi, j'ai pas marqué, je l'ai pas mis au bon endroit. Enfin, je l'ai mis au bon endroit, mais c'est trompeur par rapport à ce qu'on veut. C'est trompeur. Ce qu'on veut, c'est que l'écart, où est-ce que ce sera plus facile à visualiser? Voilà, ici. Parce que ce que je veux, c'est l'écart entre la courbe verte et la courbe bleue de la fonction f. Donc par exemple, ici, on a un écart qui est plus petit que epsilon. Et pareil, à chaque fois, par rapport à la fonction f, on a un écart plus petit qu'epsilon. Etc., etc., etc. De même pour la courbe rouge, je vais faire le début, puis après on mettra un point de suspension. Si on faisait le même principe, bah on aurait par exemple un bout de fonction qui serait... Hop là. Je reprends mon truc pour faire les traits droits. Hop. On aura un bout de fonction qui serait comme ceci. Là, on peut imaginer que ça continue encore un petit peu. Là, hop, on est trop loin, donc je redescends, etc., etc. Et à chaque fois, cette fois-ci, en se bloquant, en voulant être à tout prix au-dessus de la fonction f, on va avoir un écart à chaque fois plus petit qu'epsilon. Au passage, vous pouvez remarquer, quand on fait ce genre de choses, a priori, hop, voilà, je mets des points de suspension, etc. Ça, ce serait la courbe de la fonction psi qui est au-dessus de petit f. Est-ce que c'est à peu près bon? Le epsilon, c'est pas par rapport à une autre fonction escalier que la définition. Alors, le epsilon, c'est l'écart... Hop. Ah mince, non, oui, j'ai changé. Vous avez tout à fait raison. Les deux sont bons, les deux sont valables, mais là, effectivement, j'ai changé. Boulette de ma part. Tac, tac, tac. Vous avez tout à fait raison. J'ajoute de la gomme. Donc ici,
je reprends. Donc effectivement ici l'écart que je vous ai fixé, c'est l'écart entre les deux fonctions d'escalier. Donc par exemple, on le verrait ici. Alors c'est pas évident, ça va être un petit peu tassé. Là ce sera peut-être un peu plus facile. Voilà. Donc par exemple ici, on veut un écart plus petit que epsilon. Alors plus petit ou égal. Voilà. Bon. En pratique, vous inquiétez pas, hein, c'est de toute façon. Alors, il y a quelques exercices, problèmes ultra théoriques, mais en général, c'est pour les zozos qui vont aller tâter de l'ENS et compagnie, où il peut y avoir besoin de choses un peu fines comme ça. Mais honnêtement, dans 99% des situations, vous n'aurez jamais besoin de ces trucs-là. C'est pour ça que là, on fait des petits dessins pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après, c'est bon, hop, on va passer à autre chose. Alors, et maintenant, théorème final, mais après c'est bouclé. Si on regarde, alors je reprends vite fait le tableau. Si vous regardez maintenant, pour la fonction d'escalier verte, vous avez une intégrale. Pour la fonction d'escalier rouge au-dessus, vous avez une intégrale. Maintenant, vous imaginez que on fasse tendre le pas de la subdivision, qu'on fasse tendre l'epsilon vers 0, et on va se retrouver avec des fonctions d'escalier de plus en plus proches, de plus en plus proches, de plus en plus proches, et on aura, à la limite, c'est ça, attention, ce à la limite entre gros guillemets pour l'instant, une définition de l'intégrale de la fonction f. En vrai, il y a un gros problème là-dedans justement, c'est que dire à la limite, bah, vous le savez très bien, en maths, des limites, on est censé se méfier. Hein. Il n'y a pas à dire des limites comme ça, il y a une limite, c'est pas du tout instantané. D'où il y a une petite feinte. Et si vous regardez l'énoncé, il est formulé comme ça. On ne va pas parler de limite, on va parler de bande supérieure et de bande inférieure. Donc plus précisément, on considère toutes les fonctions d'escalier qui sont en dessous de petit f. Et on considère toutes les fonctions d'escalier qui sont au-dessus de petit f. Si on fait ça, pour chacune des fonctions d'escalier en dessous, on a l'intégrale. Pour chacune des fonctions d'escalier au-dessus, on a l'intégrale. Ça nous fait deux ensembles d'intégrales de fonctions d'escalier. Le premier ensemble, vu que toutes les fonctions phi sont plus petites que f, on va considérer la borne supérieure de cet ensemble. Pour le deuxième, on va considérer la borne inférieure. Et là où c'est, entre guillemets, magique, c'est qu'en fait, ces deux bornes supérieures et inférieures, elles sont en fait les mêmes. Et cette valeur commune, c'est ça qu'on va appeler l'intégrale de f entre a et b. Donc, j'encadre cet énoncé, on va assez vite passer à autre chose, ce sera encore un petit peu à méditer, je suis en train de repenser à votre bêtise de l'autre coup, mais bon c'est pas grave, ce sera encore un petit peu à méditer par rapport à la définition, le dessin et compagnie, mais pareil, la plupart du temps ça vous servira à rien. S'il y a des questions directes, je peux y répondre vite fait, sinon on va avancer. Ah, je viens de me rendre compte ça. Ouais, j'ai un petit bug. À l'affichage, ouais, j'ai un truc. J'ai un tout petit bug. Hop. Je change un tout petit peu l'affichage. Vous me direz si c'est bon ou pas, si c'est encore très lisible. Hop, je fais une petite bidouille, mais bon, désolé, c'est des aléas du direct, comme on dit. Voilà. J'avais des trucs qui se chevauchaient, du coup, c'était pas très pratique. Alors, pas de questions directes. Hop, on enchaîne. Alors, propriété de l'intégrale. Donc, maintenant que vous avez vu les jolis dessins, vous dites, oh, c'est beau, on passe un petit peu aux choses pratiques, aux choses concrètes. Première chose qu'on veut rapidement évoquer, si jamais les bornes, les abscisses A et B ne sont pas dans le bon sens. Bah là, vous savez très bien, si B est plus petit que A, on va mettre un moins devant. Si jamais A égale B, on va dire que ça fait 0. Et ça correspond tout à fait à la notion intégrale qu'on aime bien, donc ça pose aucun problème. On enchaîne. Linéarité. Ça se démontrerait.
ça se démontrerait à partir des à grands coups de fonction d'escalier. Ce serait pas du tout trivial. Mais nous, on va l'admettre. On va retenir en une phrase ça, la deuxième surtout. L'application qui a une fonction petit f continue associée sur une intégrale entre a et b est une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions continues. Et là, j'ai un petit truc qui reste, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un vieux reste. C'est un vieux reste. Hop, lui, il faut me l'enlever. Bougez pas. Tac. Zoom. Et voilà, il est parti. Le petit thème, vous l'enlevez. Donc l'application qui a une fonction associée intégrale, c'est une forme linéaire. Pourquoi est-ce que je formule comme ça? Tout simplement parce que il y a cette remarque en dessous qui va arriver. De même que, vous avez commencé à le voir un petit peu, les polynômes, on a pu s'en servir pour faire l'algèbre linéaire. Bah, les fonctions, l'intégration, on pourra s'en servir aussi pour faire l'algèbre linéaire. Et plus précisément, ça marchera dans les deux sens. On va pouvoir faire des passerelles entre intégration et algèbre linéaire grâce à notamment certaines de ces informations, et ça nous permettra au fur et à mesure d'avoir des nouveaux outils en intégration ou en algèbre linéaire. Donc ça, encore une fois, l'algèbre linéaire, elle est partout. Même si on fait l'intégration, on a l'impression que c'est de l'analyse, en fait, il peut y avoir de l'algèbre cachée un petit peu quelque part. Ensuite, relation de Chasles. Bon, voilà, je ne vais pas souligner plus que ça. La relation de Chasles, vous la connaissez très bien. Si on veut intégrer entre A et B, on peut intercaler une petite abscisse, petit c, on intègre entre A et C, on rajoute l'intégrale entre C et B, et puis voilà, c'est plié. Donc là, pas de choses particulières, on avance. Positivité de l'intégrale. Ça, pareil, les deux premiers énoncés sont assez simples. Il y a un piège. Il y a un piège auquel on va s'intéresser. Donc je vais mettre un petit trait devant pour l'instant. Ici, ici, ici. Et notamment le petit piège. Où est-ce qu'il est? Il est là. Volontairement, j'ai mis une phrase en français en entier intérieur parce que l'idée qui consiste à dire que si une fonction continue est positive, alors son intégrale est positive. Sauf que, par rapport aux définitions qu'on a mises au-dessus, si jamais les bornes sont dans le mauvais sens, vu qu'on aura placé un petit moins devant, en fait ça va rendre les aires négatives. Donc, en pratique, c'est à ça qu'il faut faire attention. Si vous avez une fonction continue avec les bornes dans le bon sens, alors, et positive, alors l'intégrale de f est positive. Alors, ça en pratique. Si vous avez des abscisses avec des chiffres, c'est comme d'hab, vous connaissez le coup. Si vous avez une abscisse une intégrale entre 3 et 4, entre guillemets, ce sera transparent. Mais si vous avez des abscisses avec des lettres, par exemple, si je vous dis on intègre entre p et p carré, parce que des fois on fera ce genre de choses, ce sera à vous de vous dire, ah oui, mais alors le petit p, est-ce qu'il est bien plus petit que p carré ou pas? Parce que si jamais ça change, et dans ce cas-là, il faut que je change mon signe. Donc il y aura ce genre de petits pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber. Et idem pour la croissance d'intégrale. Si au lieu de f positif, on a f plus petit que g, on a envie de dire par défaut que si f est plus petit que g, l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g. Ça fonctionne si les bornes sont dans le bon sens, pour le même principe. Petit corollaire, et encore une fois, avec le coup des bornes dans le bon sens, si on a une fonction continue sur AB, la valeur absolue de son intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Ça, c'est une propriété qui tombe assez directement à partir de ce qu'on a vu au-dessus. Pareil, on avance, il n'y a rien de très compliqué, ce serait des petites bidouilles. On va juste faire l'exemple en dessous pour voir dans quel genre de situation ça peut servir. Donc je passe sur l'écran. Et tac, tac, tac. Donc lui s'appelait comment? C'était exemple de majoration intégrale. On va appeler ça comme ça. Alors, exemple de majoration d'une intégrale. Je reprends l'exemple, je vais faire un petit hop, comme ça je l'aurai sous les yeux. Parce que comme moi c'est sur une autre fenêtre. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Hop, comme ça je vous le mets
côté. Alors, le but du jeu, c'est, on a ici une intégrale qui dépend de petit n. Donc, en fonction de petit n, l'intégrale va être un nombre qui va évoluer. On a envie de majorer ça par une constante, mais une vraie constante, indépendante de petit n. Si on regarde ce truc-là en valeur absolue, on va vouloir le majorer. Comme on a la borne 0 qui est plus petite que 2pi, on peut utiliser ce qu'on avait avant pour dire que ce truc-là, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 2pi de valeur absolue de cosinus nt carré, hop, hop, plus sinus nt cube, fin de la valeur absolue, dt. Ensuite, là, on a l'intégrale d'une... Pardon, là, on a une valeur absolue d'une somme. On peut utiliser une égalité triangulaire. Et on va se retrouver avec une majoration par l'intégrale de 0 à 2pi de, je mets des grands crochets, la valeur absolue de cosinus nt carré formule trigo, non, on va pas s'embêter avec ça. Nous, on veut majorer brutalement. Plus sinus de nt cube. Et vu qu'on a ici un gentil cosinus en valeur absolue plus petit que 1, là on a un gentil sinus en valeur absolue plus petit que 1 aussi, on va se retrouver avec tout ceci qui sera plus petit que l'intégrale entre 0 et 2pi de 2 dt. C'est-à-dire, alors, conclusion, je vais marquer ici, ce petit morceau-là, zoom, en valeur absolue, c'est majoré par 2 fois 2pi, 4pi. Donc, ce genre de truc, ce genre de majoration, vous aurez assez régulièrement à le faire. Alors, pas forcément sur toute l'intégrale, des fois ce sera sur des morceaux de l'intégrale, notamment pour certains exercices, comme celui que je vais vous marquer, que je vais vous afficher juste à côté. Si par exemple, du coup la reductible est partie, hop, je la remets. Par exemple, au niveau exercice, voilà, vous avez des choses dans ce genre-là, avec un petit n qui se promène, vous avez des choses dans ce genre-là, l'exercice 5, qu'on fera un petit peu, ou vous avez une intégrale qui dépend de petit n, et on veut, en utilisant des majorations, des inégalités intégrales, etc., arriver à en trouver la limite. Alors, je repars sur mon tableau, sur mon PDF, pardon. Alors ici, on va repartir, hop, sur la partie cours. Alors, version améliorée. Donc là, cette fois-ci, on peut prouver dans les complexes une valeur telle que sinus x égale 3. Alors, sinus sur les complexes, c'est complètement hors sujet. On en reparlera après coup si vous voulez, mais là, c'est pas le moment du tout. Alors, version améliorée, égalité stricte. Ça, c'est important. Ici, et avec la remarque, on va mettre en dessous, si jamais vous avez une fonction continue avec des hypothèses très précises, donc une fonction continue, avec des bornes strictement dans le bon sens. Attention, je mets strictement dans le bon sens. Qui est positive et qui n'est pas la fonction nulle. Donc il y a 1, 2, 3, 4 hypothèses. Attends, hop, ça je vais le séparer. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez conclure que l'intégrale est strictement positive. Alors, toutes ces hypothèses, elles sont importantes. De la même manière, on va le démontrer ce truc-là juste après, j'aurais bien aimé. De la même manière, corollaire, c'est tout à fait analogue, si vous avez, c'est la version croissance, f plus petit que g, donc c'est ce qui est marqué ici,
Et si vous avez des fonctions continues, avec des bornes strictement dans le bon sens, et si la fonction f n'est pas identique à la fonction g, alors l'intégrale de f est strictement plus grande que l'intégrale de g. Ces deux énoncés, c'est pour ça que j'ai mis la remarque aussi, ils sont très souvent utilisés par contraposé pour montrer qu'une fonction est nulle ou que deux fonctions sont identiques. Vous écrivez du PDF. Ah oui, d'accord, ouais, ça a remis les réglages comme avant. Bougez pas. Comment faut que je fasse? On est bon? Ouais, on est là. Hop là, je pense que c'est bon là. Alors donc, ouais, là vous avez tout. Donc ici, où est-ce qu'on était? Oui, donc les deux résultats précédents, pardon, on peut souvent utiliser par contraposé. Exemple, on va faire tout de suite juste après un exemple détaillé, mais à l'oral. Si vous avez une fonction continue, si vous avez les bornes dans le bon sens, si vous avez l'intégrale de la fonction qui est nulle, alors qu'elle était positive, ça veut dire qu'en fait, la fonction de départ était la fonction nulle. Ou, autre exemple qu'on va faire juste là, donc je repasse sur l'écran, c'est, hop, je fais une petite photo, hop, tac, page suivante, c'est ce petit truc là. Donc ici c'est la question que dire de f. Alors, ici, comment passe une unité large à la stricte avec les intégrales SVP? Alors ça, la partie démonstration, on le refera du coup, alors pas là je pense, on va faire un petit exemple, parce que si mon style est merdu complètement, ce sera pas pratique, mais on y reviendra. Là on va juste l'appliquer pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc que dire de petit f? Donc on a l'intégrale de 0 à 1 de f de t qui est égale à une constante petit m. Ici, avec bien sûr, pardon, j'ai loupé un morceau, parce que sinon tout seul, tout court, ça ne servira à rien, avec une fonction qui est là. Voilà. C'est tout ça que je voulais. Voilà. Parce que sinon il manque des morceaux. Donc on a une fonction continue de 0 à 1 d'horaire. Bon, ça entre guillemets, c'est des hypothèses de base. C'est un peu petit. Ah, effectivement. Hop, on a ça comme information. Donc, si je vais quand même laisser le PDF à côté, je pense que ça devrait aller comme ça. Hop là. Alors, ici, donc on a une fonction continue, ça c'est juste pour garantir que tout marche bien grosso modo. Minoré par m, c'est-à-dire que f de t est tout le temps plus petit que m. Et on a une information sur l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de f de t dt est égale à petit m. Alors là, il va y avoir une petite feinte au départ, mais après vous allez voir que, une fois cette feinte réalisée, ce sera très facile. La feinte c'est la suivante. Lorsqu'on a une égalité comme ça, telle quelle, c'est pas très pratique. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir des égalités avec que des intégrales. Mais, feinte, petit m, on peut l'écrire comme l'intégrale de 0 à 1 de petit m fois dt. Si vous regardez bien, ici on a une largeur 1, 1 moins 0, hauteur petit m, donc l'intégrale de droite, c'est l'intégrale d'un rectangle, 1 fois m, petit m. Conséquence, intégrale de m fois dt. Conséquence, ce truc-là, ça va nous permettre de regrouper au-dessus les deux membres de l'égalité en un seul et même en une seule intégrale. Ce genre de feinte, c'est très pratique. Alors, si jamais il y avait eu un 2
comme borne intégrale? Bah, tout simplement, on aurait mis un m sur 2 dans la constante. Donc on peut toujours adapter pour avoir ce genre de choses. Ce qui fait que juste en dessous, le fait que l'intégrale de 0 à 1 de f de dtt soit égale à m donne, en passant tout à gauche, intégrale de 0 à 1 de f de t moins petit m dt égale 0. Et si maintenant vous regardez bien ce truc-là, la fonction f, elle est minorée par petit m. Conséquence, le morceau f de t moins m qui est ici, il est supérieur ou égal à 0. Si on récapitule, on a donc une parenthèse ici qui est une fonction continue, qui correspond à une fonction continue positive. On a les bornes 0 et 1 strictement dans le bon sens, mais pourtant, l'intégrale de la fonction est nulle. Conséquence de la propriété qui est juste au-dessus, donc c'est la numéro 10. Si on utilise la contraposée, ça veut dire qu'en fait, au départ, la fonction était la fonction nulle. Donc je rebascule là-dessus. Alors on met des petites phrases. Ce truc-là, on va l'appeler G de t. Ce sera un peu plus facile. Donc, premier point, la fonction g qui a t associe f de t moins petit m est continue et positive. Voilà. Ensuite, la deuxième écriture, c'est grâce à la feinte. Oui, oui, tout à fait. De plus, donc intégrale de 0 à 1 de g de t dt est égale à 0. Et, au niveau des bornes, 0 est bien strictement inférieur à 1. Alors là, c'est sûr, si vous mettez ça comme ça fait un peu bizarre. C'est pour dire qu'on a les bornes strictement dans le bon sens. Strictement dans le bon sens. Tout ceci ça permet d'en déduire que, en conclusion, la fonction petit g, c'est la fonction nulle. Alors le petit thème, il change rien, hein, qu'il soit positif, négatif, nul, ça change absolument rien au raisonnement. De toute façon, nous on se ramène à f de t moins m. G est la fonction nulle, autrement dit, je vais mettre une phrase plutôt. Si on revient à la fonction f, petit f est constante. Donc attention, ce genre de petit exercice, alors là c'est une version simple, des fois ça peut être un peu plus technique pour arriver aux informations, mais dans tous les cas, il y a une partie un peu rédaction qui est incontournable. On a des mots-clés à faire apparaître, une fonction continue positive, une intégrale qui est nulle, le coût des bandes strictement dans le bon sens, etc., etc. Donc tout ça c'est important pour avoir quelque chose de propre.